Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de l'interview. Donc le concept toujours le même depuis le début de l'année. Je reçois un grand témoin de l'économie, et plus particulièrement de l'économie numérique, un ami en général de l'Axel, qui vient nous parler, nous donner son avis, ses points de vue sur l'évolution de la société et qui est donc le mantra de l'Axel, c'est-à-dire l'impact du numérique dans la transformation de la société, comme je le dis souvent, l'évolution avec et par le numérique. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir la digne représentante d'un de nos membres presque historiques. Ça fait très très longtemps qu'Amex France est membre. Donc Caroline Gaille, bonjour. Bonjour Laurent. Donc je vais te laisser te présenter, mais donc quand même, Caroline Gaille, directrice générale d'Amex, on dit American Express. Hein. American Express, voilà. Donc directrice générale d'American Express France. Caroline, est-ce que peut-être, avant que j'enchaîne sur toutes mes questions, on peut peut-être te laisser te présenter un petit peu tout en quelques mots, mais après on reviendra sur ton parcours. Juste D'accord. Quelques mots. Donc écoute, je suis ravie d'être là. Donc je suis Caroline Gaille, directrice générale en effet d'American Express France. Et donc on a une équipe de 800 personnes sur le marché français pour servir nos clients français. Parfait. Caroline, peut-être avant d'aller sur ton parcours et qui est Caroline, voilà, est-ce que tu peux nous rappeler, peut-être pas toute l'histoire, mais brièvement, ce qu'est American Express, enfin l'histoire rapide, et ce qu'est aujourd'hui, en 2024, la présence mondiale d'American Express et votre spécificité, votre spécial touch dans cet univers du paiement. Et puis peut-être un petit peu après, focuser sur la France, et après on ira sur ton parcours. Très bien, donc en effet, on se replonge aux États-Unis, 1850, la ruée vers l'or. Si tu as Lucky Luke à la maison, ouvre, tu verras qu'il y avait le transport des diligences. Et en fait, c'est Wells et Fargo qui ont créé en fait American Express en 1850. Donc c'était comment transporter des biens et des personnes dans un environnement qui était assez compliqué. Donc en fait, et c'est intéressant de revenir toujours aux racines parce que c'était un service innovant à l'époque qui était basé sur la confiance et la sécurité. Et ça, on le dit à tous nos nouveaux employés parce que c'est 3 mots qui sont toujours vrais aujourd'hui dans ce qu'on fait. Et on va en parler un peu plus tout à l'heure. Mais c'était des biens et des services à l'époque. C'était les biens et services, les diligences pour aller de l'Est à l'Ouest des États-Unis. Ensuite, arrive dans les années où les Américains veulent voyager, donc toujours 1890. Et là, en fait, on crée le Traveler Check. Parce qu'en fait, les Américains, qui veulent notamment venir en France, ils ne savent pas comment apporter leurs dollars, donc on crée le Traveler Check pour ceux qui sont de cette génération-là. Donc on signait les Traveler Check, ils allaient aux États-Unis. Et puis quand ils arrivent, et le premier bureau qui a été ouvert à l'international, c'est à Paris, derrière l'Opéra, 1895. Donc les Américains, ils partent, ils arrivent à Paris, et ils vont au bureau demander le Traveler Check pour avoir des francs. Et à ce moment-là, en fait, quand ils viennent à Paris au bureau, là derrière rue Scribe, ils demandent en même temps, du paiement bien sûr, leur argent, mais aussi vous pouvez me conseiller quel restaurant je pourrais aller, comment on va sur la French Riviera. Et donc en fait, tout de suite, dès 1895, on est un acteur du paiement, parce qu'on facilite les paiements, mais il y a déjà une teinte lifestyle, parce qu'ils nous posent des questions, des services autour. Et puis ensuite, on continue à se développer partout à l'international. On crée les premières cartes de paiement dans les années 1960. Donc on est un acteur du paiement. On est un très gros acteur du paiement. On a 140 millions de cartes. On est dans 200 pays. On a fait à peu près 60 milliards de revenus en 2023. Donc on a doublé avant le Covid, donc on est en pleine croissance. Revenu, donc... chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, revenue en anglais. Et donc on travaille sur les solutions pour les particuliers, donc des cartes et des services qu'on apporte aux particuliers, aux petites et aux grandes entreprises, et ensuite notre réseau de commerçants. Et ce qui est vraiment particulier et unique chez American Express, c'est qu'on est ce fameux modèle 3 coins, c'est-à-dire qu'on est en relation directe avec le client et en relation directe avec le commerçant. Est-ce que ça vient justement de cet historique Traveler Check et de cette volonté d'être très présent auprès des commerçants et du client final, d'être tout de suite parti à l'époque où il y a eu les mêmes lancements, Visa, Mastercard, tout de suite sont partis vers un mode 4 coins, et vous, tiens, et si on faisait un 3 coins, comment c'est venu en fait finalement de... En fait, c'est parce qu'on avait cette relation directe avec le client qui vient, et cette relation ensuite directe, parce qu'on est un réseau, mais on émet des cartes et on acquiert des commerçants. Et en fait, la force des services qu'on donnait, en plus du paiement,
on s'est dit qu'on était les meilleurs à servir ça, parce qu'on a cette donnée, on a cette information sur ses clients. Et c'est comme ça qu'on est resté dans ce réseau, ce qu'on appelle le close loop, ce réseau fermé, où alors tous les jours, il faut qu'on démontre notre valeur aux clients, parce qu'il faut qu'on leur dise pourquoi il faut qu'ils prennent une solution American Express. Tous les jours, on doit démontrer aux commerçants pourquoi il doit accepter les paiements par American Express. Mais en fait, on s'est aperçu au fur et à mesure que c'est ça qui faisait notre force. En France, il y a les modèles 4 coins, il y a les deux gros réseaux, et nous, on est vraiment un acteur unique. Combien de cartes différenciant. Alors, on n'a pas le droit de donner les chiffres au niveau français, mais on a 140 millions de cartes en circulation chaque année au niveau mondial. Et là, chaque année, on rajoute 12 millions de cartes. Donc, on est en très forte croissance. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, les revenus d'Amex, avant le Covid, on faisait 30 milliards de chiffre d'affaires. Là, on en fait 60. Et on annonce, c'est des chiffres officiels, hein, on croît de 10% chaque année notre chiffre d'affaires. Donc, on est en pleine croissance. Et l'international est un segment qui est en fort développement aussi. Et alors, on y reviendra parce que ça me fait poser plein de questions, mais pour finir sur le trois coins, donc la force de trois coins, pour ceux qui ne connaissent pas bien le modèle, allez vous renseigner, mais la force de trois coins, c'est qu'effectivement, tu vois tout. Je vois tout. On parle beaucoup de données aujourd'hui, hein, c'est le mot à la bouche depuis quelques 7-8 ans, qui avec l'IA, et on en reparlera, devient encore plus à la mode. Contrairement au modèle 4 coins où les données sont fragmentées dans les différents utilisateurs de la chaîne, qu'on peut bien sûr réconcilier hein, avec certaines méthodes, mais de manière complexe, toi, tu as tout. Exactement. Et puis moi, c'est le même système de données. Donc, c'est-à-dire que mon client, toi, Laurent, si tu es client, je suis client. Tu pars à Londres. Pardon. Tu pars à Londres, tu payes le métro dès que tu arrives, tu sors de l'Eurostar, tu payes le métro avec ta carte Amex. Tout de suite, je sais que ce commerçant, c'est un commerçant, le métro à Londres, parce que c'est mes mêmes données, mon même système de données. Et tout de suite, je vais t'envoyer un email personnalisé pour te dire bienvenue à Londres, voilà des restaurants qu'on peut te proposer, ou voilà ton expérience. Donc, c'est cette force des données pour offrir plus de services finalisés aux clients. Ça, on le fait. Si tu vas à Londres, tu verras, tu tapes, et dans ta transaction, quelques temps après, tu auras un email qui va te proposer. Moi, je sais, mais je te pose la question. Alors, il y a plein de sujets qu'on abordera sans doute en rebond de certaines de mes questions, parce qu'on n'est pas là pour parler que d'Amex. On a fait quelques minutes quand même, c'est le jeu. Hein. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, tu as quand même baroudé dans l'univers des services financiers, de la tech, de la fintech, des paiements, etc. Et donc, j'aimerais qu'on parle un peu de tout ça. Oui. Avant d'y arriver, quand même quelques minutes sur mais qui est Caroline Gaye. Donc, je viens de poser la question, à toi de répondre. D'accord. Donc un peu sur mon parcours. Donc bon. Exactement. Moi j'ai eu de la chance d'être à Dauphine dans les mathématiques et l'économie, et puis ensuite faire une école de commerce l'EDEC. Et en fait dès que je suis partie de l'EDEC, je voulais travailler à l'étranger. Donc je suis partie tout de suite à Dublin, en Irlande, et je travaillais dans l'agroalimentaire. D'accord. Donc c'était quelle boîte à l'époque? Ça s'appelait la Sopexa, qui faisait la promotion des produits agroalimentaires sur le marché irlandais. Je pensais y rester 3 mois. J'ai adoré. J'y suis restée 3 ans. Et puis ensuite, cette boîte m'a envoyée à Londres. Donc j'ai fait le même travail ensuite à Londres. Bon, j'étais chef de groupe, j'avais une plus grosse équipe. On travaillait avec tous les supermarchés britanniques, tout le retail, etc. Et puis au bout de 6 ans à l'étranger, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai jamais travaillé en France, il faut que je rentre. Alors que maintenant, avec du recul, je me dis 6 ans, c'est rien du tout. Et puis, ça c'est intéressant dans la culture, parce que quand je suis rentrée en France, j'avais tous les Danone, les Sonob, enfin tout l'agroalimentaire qui me contactait, parce qu'on est très quand même par secteur. Et puis en fait, Amex m'a contactée et je suis allée les voir. J'ai adoré la culture, j'ai adoré l'ambiance, et je me suis dit, finalement, je vais rejoindre cette société. Et puis je suis rentrée chez Amex, j'ai eu la chance de faire des jobs extrêmement différents. Et pour devenir directrice générale en 2015, alors que j'attendais mon 2e enfant. D'ailleurs, qui est aussi un des éléments, ce que j'aime beaucoup dans la culture américaine, en tous les cas de ce qu'on a chez Amex, sur les valeurs et le fait que tout le monde a une place pour s'épanouir dans cette société. C'est pas parce qu'on attend un enfant qu'on doit aller au placard. Exactement. On est d'accord. Et un petit mot plus perso, à part le professionnel, donc tu disais 2 enfants? Exactement. Un garçon, Elliot, une fille, Emma, et parce que j'ai un mari irlandais que je rencontre en Irlande. Donc voilà. Une vraie vie internationale. Voilà. Bon, merci Caroline, c'est quand même qu'on connaisse un peu la femme derrière le porte-étendard d'American Express en France. Et Caroline, peut-être, on a évoqué tout à l'heure ce modèle 3 coins et ses particularités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui en 2024, après toutes les évolutions qu'il y a eu dans le paiement, parce qu'on se parle depuis très longtemps, il y a des choses qui étaient avant des projets. La DSP2, c'était un projet en 2013. Puis maintenant, on est sur la DSP3. Les agrégateurs, c'était un projet. Le paiement par QR code, ça a eu des hauts, des bas, etc. On y reviendra.
Tout ça pour dire que l'écosystème paiement a énormément évolué dans le monde ces dernières années, en particulier en France. Le 3 coins aujourd'hui, ses forces et ses faiblesses d'aujourd'hui, pas d'hier, aujourd'hui. Tu nous as parlé un tout petit peu d'efforts, j'imagine qu'il y a quand même encore certains points de difficulté, d'autres adhérences. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu sur cette thématique-là? Oui. Les forces du 3 coins, c'est vrai, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est la data, c'est de connaître ses clients et connaître ses commerçants, parce que c'est ce qui permet de leur apporter un meilleur service, et de tout mesurer. Hein. On est quand même dans une culture du ROI, là, on veut des résultats, donc ça c'est une grande force du modèle 3 coins, parce que c'est un seul système de données, donc une uniformité. Tu parlais des 4 coins tout à l'heure, oui, enfin, il faut que les systèmes se parlent entre eux quand même. Hein. Donc ça c'est une très grande force aujourd'hui sur la personnalisation du service pour être encore meilleur et avoir le feedback tout de suite de ce que tu fais bien, ce que tu fais pas bien, parce qu'on se considère comme une société de services financiers. Les faiblesses, je dirais, c'est ce fait d'être unique et que donc du coup, les explications. On est ici dans tu vois, tu as dû l'expliquer de ce que c'est que le modèle. Oui, en fait, ce que je viens de faire là, tous tes commerciaux sont obligés de l'expliquer à chaque fois qu'ils rencontrent un nouveau client potentiel, quoi. Exactement. Historiquement, en France en tout cas, ce qui a fait un peu un driver d'acquisition, ça a été votre partenariat avec Air France. Oui. Moi, je sais, honnêtement, hein, j'aurais pas regardé notre carte de paiement que celle de ma banque s'il n'y avait pas ce partenariat avec Air France. C'est quelque chose avec une grosse stickiness auprès de vos clients. Enfin, c'est-à-dire, c'est quelque chose que vous étudiez régulièrement. L'intérêt de garder, j'imagine qu'il a un coût ce partenariat, mais l'intérêt de garder ce partenariat, c'est toujours aujourd'hui quelque chose de très fort dans l'acquisition, dans la fidélisation de vos clients. Alors, on est beaucoup plus équilibré aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le marché français pour l'entrée. Avec toute ce côté voyage qui était important et service, on est ouvert 24 heures sur 24. Et Air France, cette belle marque, c'est quand même la compagnie nationale. On a fait des très belles choses ensemble. On a développé un produit qui marche très bien. On développe aussi nos produits. Et d'ailleurs, ce qu'on a dans les autres pays, hein, on regarde même aux États-Unis où on a un partenariat avec Delta, Vous très avez fort. aussi votre carte. On le garde, ce qui n'empêche pas qu'en parallèle, on développe aussi une offre parce qu'on l'a bien vu pendant le Covid. Pendant le Covid, Quand les vols ne volent plus. Il n'y a plus rien, et donc aussi, tous les gens qui veulent moins voyager ou qui veulent une offre différenciante, on a énormément monté justement les bénéfices de nos cartes, de nos produits, dans nos cartes Platinum, où maintenant, par exemple, tu peux rembourser ton abonnement chez Netflix, chez Amazon, donc du quotidien de la vie. Dans la Et carte beaucoup normale, d'expériences. Dans nos cartes Platinum, par exemple, pas ou nos les cartes Gold, Pas exactement. les cartes Air France. Parce que... Voilà, avec des expériences dans les restaurants, on fait beaucoup de concerts, des musiques. Là, cette semaine, on avait une avant-première pour les concerts de Dua Lipa, qui vient en France l'année prochaine. Bon, c'est en avant-première sur le marché français. Tous les tickets sont réservés pour les clients Amex. Donc, beaucoup d'accès privilégiés d'expériences qui ont aussi une résonance sous toute une autre frange de clients. Donc, en fait, on a... C'est assez équilibré, c'est ce que tu dis On a un aujourd'hui. portefeuille totalement équilibré. Comment tu as vu, parce que maintenant ça commence à dater le Covid, hein, alors, je t'avais interrogé à la sortie du Covid, et on avait parlé de la difficulté pour les marchands, etc. La résilience, le rebond de tous ces marchands avec qui tu travailles, tu as quand même été au premier rang, tu vois passer les volumes, tu as quand même un grand parc de marchands. Comment tu vois ce marché aujourd'hui Le Covid a été une grosse claque. Enfin, quand on y repense, même humainement, hein, c'est incroyable ce qu'on a vécu partout dans le monde. Et ça a été très difficile pour certains types de commerçants. Là, ce qu'on voit, nous, dans nos chiffres, c'est que ça Je te coupe juste un peu, parce que oui, on a souvent tendance à oublier, nous, on bosse dans le numérique. Pour le numérique, ça a été génial, le Covid. C'était l'envolée de plein de trucs. Mais pour les marchands que tu sers, il y a eu des moments très difficiles. Exactement. Parce qu'il y a des marchands physiques et des marchands e-commerce. Mais le côté positif, c'est qu'on a fait un bond en digitalisation. Parce que ça a forcé, que ce soit d'ailleurs les entreprises et les marchands, quand on s'est retrouvés tout d'un coup, personne ne pouvait plus bouger, ça a forcé, et je pense qu'on a gagné, je ne sais pas combien d'années, mais en digitalisation. Le meilleur chiffre digital officiel, on l'appelle Covid. Hein. Exactement. Non, mais c'est vrai, parce que tout d'un coup, tous ces commerçants se sont rendus compte de l'importance des plateformes, de l'importance des solutions de e-commerce. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits par ces commerçants en ligne, et aussi dans la facilité de paiement, dans la facilité de service, et que c'est en croissance. Donc cette période du Covid, je pense, bien que très difficile pour certains types de catégories, a vraiment aidé à cette accélération qu'on aurait mis 5 à 10 ans à gagner. Tu parles souvent dans ton discours de proximité avec les marchands, vous les connaissez bien.
Est-ce que ça vous a donné des idées ou permis de rapprocher aussi, en particulier je pense aux petits commerçants, hein, je ne parle pas des grandes marques, les Air France, etc., mais les petits commerçants où on a l'impression que tu fais des grosses offensives ces dernières années, en tout cas en tant que porteur, moi j'arrête pas de voir aller dépenser là, là et là. Est-ce que cette période vous a aidé à faire ça, à vous rapprocher? Oui, tout à fait. Le Covid, en fait, pour nous, a été un fabuleux tremplin pour s'ancrer encore plus dans le quotidien. Parce que comme tu l'as dit, tout d'un coup, on n'avait plus la partie voyage, on n'avait même plus la partie lifestyle, des restaurants, des théâtres, concerts, etc., des concerts, tout ça, on n'avait plus rien. Et donc, alors c'était pas des cotisations remboursées ce qu'on a fait, mais justement pour t'inciter à utiliser la carte dans les supermarchés, dans toutes les marques du quotidien, on a fait des offres de cashback, toujours digitales, sur ton appli, tu t'enregistrais, et d'aller dans tous les petits commerçants de proximité. Oui, j'ai l'impression À que la vous avez fait une grosse boulangerie, offensive sur la exactement. proximité, ouais. Et donc ça a été un vrai changement ou une accélération stratégique parce qu'on avait ça, mais parce que ça nous a permis vraiment de se concentrer sur ces petits commerçants. Et d'ailleurs, on a monté des opérations qu'on appelle Shop Small, qui viennent des États-Unis et qui sont en fait justement pour dans tous tes petits commerçants c'est ce que tu faisais référence. Tu dépenses 20 euros, tu as 5 euros remboursés, et si tu vas chez 5 commerçants, le boucher. Et c'était aussi pour faire comprendre à nos clients que oui, bien sûr, historiquement, on a été dans le voyage et on le reste. On travaille main dans la main avec les compagnies aériennes, dans tout ce qui est restaurant et puis l'étranger, etc. Mais on est aussi dans la vie de tous les jours. Puisqu'on parle des petits commerçants, une des questions qu'on a souvent dans les échanges qu'on a, nous, à l'Axel, avec les petits commerçants, ils nous disent « Ouais, c'est bien, vous êtes dans vos conférences, vos trucs, là, vous parlez de moyens de paiement, qu'on tous des noms de nouvelles galaxies. Ça fait 15 ans que ça dure, hein, c'est pas nouveau. Mais moi, déjà, ce que je veux, en fait, le paiement, c'est pas mon sujet, quoi. Moi, je suis là pour servir à manger, ça doit aller vite, sans couture, sans machin. » Il y a quand même eu en 15 ans, à peu près l'âge de ce qu'on fait à l'Axel sur ces sujets-là, beaucoup de nouvelles solutions avec des paytech et la fintech en général. Avec ton expérience, et là je te parle pas forcément d'Amex, hein, mais tu voyages beaucoup, tu utilises, tu connais les marchands. Qu'est-ce que tu penses en fait? Quel est ton regard sur ces évolutions, ce qui a pris, ce qui n'a pas pris? Je sais pas, je pourrais donner 2-3 exemples sur lesquels tu peux réagir, mais puis d'autres si tu en as. Je pense au QR code qui était le grand buzz en 2011, la mort en 2013 avec l'arrivée de la PSD2 où ils ont tous dit c'est pas sécure, c'est pas sécure. Et puis le revival post-Covid, où de toute façon on s'est tous identifiés avec un QR code, donc pourquoi pas payer avec un QR code. Je pourrais parler d'Apple qui rentre dans le game et à plein d'endroits, paiement avec le mobile, mais aussi maintenant je te fais du peer-to-peer en t'approchant un mobile d'un autre mobile, comme le proposait en POC PayPal en 2010, mais sauf que là, c'est massif dans tous les iPhones. On pourrait parler du paiement mobile en général et de peut-être plein d'autres choses. As-tu un regard un peu particulier sur le sujet? Alors, c'est vrai que c'est une industrie géniale, hein. Il se passe tellement de choses. Après, quand on regarde les chiffres, il y a un peu aussi du buzz médiatique et puis il y a la réalité des chiffres. Donc, il y a des choses qui fonctionnent. Je pense que le paiement mobile, pour moi, c'est la chose où on voit dans tous les pays. Et là, je prends vraiment une photo, mais quand on regarde les chiffres, on voit que ça augmente vraiment dans tous les pays. Enfin, dans certains pays, tu me disais, tu étais au Japon, où on voit bien que ça a une prépondérance beaucoup plus forte qu'avant. Donc le paiement mobile, bon. Donc le paiement mobile, c'est un élément vraiment intéressant. Et puis après, il y a d'autres choses où on voit, ça dépend des pays en fait. Il y a des évolutions où on voit que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Encore une fois, je pense que le point clé, c'est que ça reste quand même une industrie extrêmement réglementée. Et donc, je pense qu'on avait imaginé, et je vois, nous, on a des revues stratégiques et ça, sur l'évolution des paiements. Quand on regarde, alors là, je parle d'un point de vue plus mondial, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais vraiment ceux qui marchent, qui font vraiment des résultats financiers concrets, massif, qui ont une part de marché massif, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et parce que je pense que c'est une vraie expertise d'être dans ce système des paiements. En France, où le crédit n'est pas du tout aussi développé qu'aux États-Unis, et où donc là-bas, il y a en plus toute l'offre crédit qui va avec la MEC, etc. Mais bon, en France, ce n'est pas le sujet. Tout ce qui va être entre les offres commerciales, je ne parle pas que de la carte Air France, hein, je parle de toutes les offres de cashback, etc. C'est un gros sujet pour toi. Comment tu vois tous ces concurrents, entre guillemets, mais qui essaient de proposer du cashback sur le 4 coins? Il y en a beaucoup. On en a un certain nombre, membres de l'Axel, d'autres, regarde, qui ont plus ou moins de succès, mais ça se développe parce que tu as l'impression que c'est... Et eux, ils ne sont pas en 3 coins, c'est un peu plus compliqué. Tu les vois arriver massivement ou pour toi, ça reste encore par rapport au volume traité par Amex anecdotique? Est-ce que tu as un avis sur ces sujets de... Oui, je pense qu'en fait, ça revient...
Des offres de cashback, tu peux en faire. Enfin, il y en a toujours eu dans tous les pays, etc. Mais toi, c'est intrinsèque à ton. Voilà. La question à chaque fois, c'est la personnalisation. Est-ce que ça a du sens? Et est-ce que tu arrives à démontrer par des chiffres concrets que tu apportes de la valeur aux commerçants? Est-ce que lui, il voit des ventes incrémentales ou il lance un nouveau produit? Est-ce que tu arrives vraiment à démontrer que tu as réussi son objectif parce que tu es là Parce que pour en le fait, quand servir? tu rentres dans un nouveau magasin, tu regardes les chiffres avant et tu dis maintenant on va faire nos campagnes, on va regarder les chiffres après, quoi. Oui, alors nous, on travaille vraiment, en fait, ce qu'on appelle les Amex Offers, donc cette plateforme où on met des offres en fonction des audiences. C'est on va avoir des commerçants, mais on part de leur objectif. Qu'est-ce que vous essayez de faire? J'essaye de vendre un nouveau produit ou je veux attirer plus ce type de clientèle. Nous, ensuite, donc on ne vend jamais nos données, mais on va segmenter nos populations. Toi, tu fais des offres adaptées. Et on va leur faire les offres. Et puis on va leur dire, mais alors vous voulez quoi? C'est quoi? Le succès, c'est quoi? C'est combien de pourcents de chiffre d'affaires? Ou c'est combien d'enrôlements? Et donc on va définir ensemble les critères. Et ensuite, nous, ça va être génial parce que du coup, on est confiant dans nos outils. Et d'ailleurs, on le prouve à chaque fois. C'est qu'on va essayer de battre ces objectifs. Et donc, grâce à ça, on obtient la confiance du commerçant qui va sans arrêt, du coup, vouloir retravailler avec nous. Et de la même façon, nos clients, puisqu'ils ont pris l'offre, c'est que ça répondait bien à leurs besoins. Donc ça, c'est la force, je dirais, tout le monde fait du cashback, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est la bonne offre? Oui, donc là, c'est tout ce qui concerne effectivement, par exemple, le cashback, mais que tu faisais déjà avant, tu as eu besoin de personne. Est-ce que c'est les évolutions dans la technologie, la finance en général, ces 15 dernières années, est-ce qu'il y a des choses que tu as intégrées de start-up, de fintech, en partenariat, en rachetant ou en copiant, de nouveau vraiment dans vos process? Parce que sinon, j'allais dire, les offres, vous le faites depuis 30 ans, enfin ou 40, le paiement avec la carte en 3 coins, c'est pas nouveau, c'est 1960. Qu'est-ce que vous avez pu intégrer de toutes ces nouveautés, cette profusion? Oui. Alors nous, c'est vrai qu'une évolution qu'il y a eu chez American Express, c'est d'être beaucoup plus ouvert. En fait, on est à ce modèle 3 coins, mais justement, comment on travaille avec des fintechs, parce que certains sont bien meilleurs que nous, donc comment on fait des partenariats, comment on s'intègre mieux. On parlait tout à l'heure avec carte bancaire pour le marché français dans les systèmes, alors qu'avant on était très fermé. Donc on est très ouvert. On a même une branche qui achète en fait des fintechs. On avait des participations dans Stripe par exemple. Donc oui, on travaille dans différents pays. Soit on les rachète. Parce que ça apporte de la valeur ajoutée, soit c'est des partenariats. Donc, je peux prendre un exemple, par exemple, Petwick, ils sont vraiment très forts, c'est vraiment un très bon partenaire. Donc, on est vraiment très ouvert sur les solutions qu'on peut faire, mais si certains le font très bien, on travaille avec eux. Ça me fait penser, parce que quand on parle de tous ces sujets de paiement en ligne, une des grandes questions des marchands, mais aussi quelque chose qui nous agite tous en tant que consommateurs, fraude, cybersécurité. On a vu ces derniers mois de plus en plus, j'allais dire, là si on parlait de paiement, hein, mais juste d'attaques dans tous nos... Ouais. Enfin, regardez vos boîtes mail, tout bêtement. Ouais. Hein, je veux dire, c'est permanent. Et dans le paiement, on est en droit de s'inquiéter. On voit plein d'affaires. Les journaux font leur chou gras dès qu'il y a Madame Michu qui se fait arnaquer de quelque chose. Mais je veux dire, toi, tu joues sur la confiance. Ça faisait partie des 3 maîtres mots, hein, comme tous les acteurs du paiement, hein, quelque part. Mais si demain, il y a un de tes clients qui a vu que tu utilises quand même des plafonds assez élevés, je peux payer beaucoup d'argent avec ma carte. Si tu laisses passer quelque chose, ça fait mal. Aujourd'hui, vous êtes très serein parce que justement ce système 3 coins vous permet beaucoup plus de sécurité, ou vous êtes toujours sur le qui-vive et à la recherche d'innovation? Comment tu vis ce sujet de cybersécurité et de fraude? Alors nous, c'est un sujet essentiel parce que c'est notre réputation. Donc c'est un sujet clé sur lequel on a mis beaucoup d'investissements depuis déjà des années. On utilise l'intelligence artificielle dans nos modèles de fraude depuis très longtemps. Et d'ailleurs, on a des taux très bas en fraude, mais on est sur le qui-vive. Parce que et on travaille main dans la main, je dois dire que la Banque de France, et d'ailleurs tous les acteurs, on a vraiment, avec la mise en place de la Strong Customer Authentification, la double authentification, on a vraiment bien travaillé ensemble pour le marché français, en tous les cas, pour mettre en place toute la nouvelle régulation, dans le but de combattre la fraude. Donc on échange beaucoup d'informations. À chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui arrive, on a essayé justement d'améliorer l'expérience client. Oui, parce que souvent, en tant que client, c'est casse-pied. Voilà, mais c'est pour ça que nous, on a mis en place, par exemple, ce système où on te demande en tant que client, est-ce que vous avez une liste des commerçants de confiance chez qui vous allez fréquemment? Et tu peux nous donner cette liste pour qu'ensuite l'expérience soit beaucoup plus fluide, tout en contrôlant la fraude. C'est-à-dire que tu contrôles quand même, mais si je te dis par exemple que, bon, quand j'achète chez SNCF, me redemande pas 4 fois, c'est bon. Exactement.
Tu me redemanderas plus ou tu demanderas juste moins souvent, On le redemande moins souvent, exactement, parce qu'on sait que c'est un commerçant de Sur certains confiance. seuils, j'imagine. Si tout d'un coup je dépense 15 000 euros. Exactement, on a toujours tous nos modèles. Mais là, je pense que c'est un enjeu. Et à chaque fois que j'achète, tu me reposes la question. Si c'est un nouveau qui n'est pas dans la liste, tu me dis est-ce que tu veux l'ajouter, c'est ça, non? Alors, on a différents modèles, en fait, en fonction. Bon, il y a des règles Mais en en tout fonction cas, des paliers, essaye de etc. faciliter la vie. Donc, et alors justement, ça m'oriente sur un sujet, c'est que alors je sors de la fraude, mais c'est quand même aussi une des forces que tu mettais souvent en avant dans les interviews que j'ai pu lire de toi, etc. C'est vous êtes assez fier d'avoir votre propre service client. Oui. C'est pas quelque chose à s'analyser, c'est ta maison. Oui. Toi leur chef, tout en haut. Et donc ce service client aujourd'hui, en même temps, c'est ce que tu dis, c'est que beaucoup de gens essaient de se faire passer pour eux en fait. Enfin, oui, dans les scams que l'on voit avec toutes les banques, hein, Ah, on bien est sûr, tous dans le que même. toi, oh là là, bien sûr. Oui. Non, mais... Ça a été et d'où toutes les publicités que tu dois entendre en ce moment à la radio, etc., même faites par la Banque de France pour Et donc dire. toi, ce travail contre, j'allais dire, pour éduquer les clients, Oui. passe aussi, j'imagine, par l'éducation de vos conseillers, par une formation permanente à tous ces sujets. Oui. Et tu les sens, eux, là, c'est vraiment pas forcément une question à Mex, hein, mais c'est est-ce que tu sens tous ces personnels bien au fait, parce que moi j'ai l'impression, en tant que président de l'Axel, que tous les gens qui nous regardent et qui nous parlent, il n'y a pas de problème, ils savent. Mais il suffit que je parle à ma femme pour comprendre que tout le monde ne sait pas. Oui. Et pourtant, elle est très érudite sur les tonnes de sujets, mais c'est pas son thème, l'économie numérique, et c'est pas forcément arrivé que les trucs de phishing, il faut faire attention. Est-ce que quand tu en parles avec vos forces de service client, tu as l'impression que ça y est, c'est quand même quelque chose qui est ancré dans les populations de service client, tous les risques pour nos clients, comment les éduquer, comment leur... Oui, je pense que c'est. Alors, oui, je pense que c'est quelque chose, c'est un des messages clés qu'on donne, parce qu'encore une fois, tu en reviens toujours à l'origine, enfin, quelle que soit l'entreprise, mais quelles sont tes valeurs? Si la sécurité, la cybersécurité, et ta marque, elle est hyper importante, ta réputation, ça, c'est des sujets qui peuvent... Donc, ils y sont très, très... Donc, c'est des sujets sur lesquels on les sensibilise énormément, et on fait des formations. On vient de dire que chez Amex, c'était un vrai sujet, le service client. Oui. C'est chez vous. Oui. C'est pas une variable d'ajustement comme dans certaines entreprises où c'est loin, à l'autre bout du monde, c'est pas grave, j'en rajoute, j'en enlève. Oui. Comment tu vis, et on va prendre après un sujet plus large sur les AI, mais puisque je parlais du service client, je sais pas, j'entendais Klarna qui annonce partout qu'ils vont diviser par 10 leur service client, si c'est pas 20, grâce à ChatGPT. Moi, je sais pas, quand j'utilise ChatGPT, je comprends pas comment ils font parce que je trouve qu'il y a encore 2-3 trucs bizarres. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'arrivée de cette intelligence artificielle? Je ne parle pas de ce nom-là en particulier, donc des intelligences artificielles et des process qui vont avec, sur cette force que vous avez des services clients. Est-ce que pour toi, ça va les remplacer? Ça va te faire finalement du profit supplémentaire? Est-ce que ça va les renforcer? Enfin, voilà, je vois. Ah ouais. Alors non, nous, c'est pas du tout notre philosophie. Enfin, nous, on est une société de services, donc l'humain est clé. Hein. Tu parlais de nos équipes clientèle, elles sont à Rueil avec nous, elles sont assises. Oui, elles sont pas loin de toi en fait. Ah ben elles sont, ils sont dans les mêmes buildings et dans les mêmes étages que nous, donc ils sont clés. Donc l'intelligence artificielle, je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on l'utilise dans les modèles de fraude. L'IA générative, on l'utilise de plus en plus, on teste plein de choses, mais nous c'est au service de nos clients. Donc pour être concret, qu'est-ce que ça veut dire? Dans nos services clientèle, par exemple, et on est en plein déploiement, donc je peux en parler. Aujourd'hui, quand tu nous appelles, en fait, le conseiller client, il essaye de comprendre en fait qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes dernières transactions, est-ce que tu es à l'étranger, tu as eu un problème de fraude, un problème de crédit. Il doit aller sur différents écrans. Grâce à l'intelligence générative, en fait, on déploie un portail qui fait que l'intelligence générative va synthétiser en fait tout ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures, semaines, etc., tous les éléments clés, pour que quand on va te répondre, que ce soit au téléphone ou par chat, notre conseiller clientèle, il va avoir la photo la plus exacte et la plus à jour de toi, mais en 1 seconde et demie. Enfin, j'exagère un peu. Il n'a plus besoin de naviguer dans 4 ou 5 outils. Exactement. Et donc, en fait, là, on déploie, ou de même un concierge qui nous appelle, enfin, un concierge, tu appelles la conciergerie, il va garder son expertise, mais il va avoir toute l'information personnalisée sur toi. Donc, il va pouvoir mieux te répondre. Et donc, ça, on l'utilise et on le déploie, ça marche super bien. C'est-à-dire, comment le Gen AI nous permet d'être encore meilleur pour le service au client. Et donc, est-ce que pour toi, il y a déjà plein de missions où je leur dis, bah ouais, mais il y a tellement de trucs à faire, ou pas? Mais en fait, déjà avec la digitalisation et justement l'appli mobile, on avait déjà ça, c'est-à-dire que depuis des années, quand on a des questions qui sont très simples, etc., on s'assure qu'on enrichit l'appli mobile pour que notre client, en fait, plutôt qu'il perde du temps à nous appeler, il aille en ligne directement. Il y avait des fonctions chronophages qu'on faisait déjà, qu'on a envoyées déjà, qu'on a utilisé l'intelligence artificielle pour simplifier. Là, l'idée, moi, j'y crois absolument pas.
au remplacement des humains. Parce que quand tu nous appelles, c'est que tu as eu soit que tu as une demande bien précise, si on a bien fait notre travail, que tu ne l'as pas trouvé sur Internet, ou tu as un pépin, tu es coincé au Japon et 3h du matin, tu as perdu ton portefeuille. Et donc l'humain est important. l'humain, il est clé. Donc nous, on le voit totalement en complément pour améliorer. On ne croit absolument pas que ça va remplacer l'humain. Quand tu regardes les concierges, comment veux-tu remplacer? Tu nous appelles, tu veux partir en Afrique. L'expertise du conseiller qui est allé 15 fois en Afrique, qui connaît, qui y va chaque année. Ça, c'est pas ChatGPT ou qui va te dire, ben voilà, je connais ce resto, etc. Parce que ça évolue tellement vite. Et donc, l'intelligence artificielle peut te donner plus d'informations, mais va au t'aider final, à faire mieux ton métier. Quoi. Exactement, ça va t'aider à faire mieux ton métier. Donc une version positive pour l'être humain. Exactement. Non mais c'est bien parce qu'on nourrit quand même beaucoup de peur avec tout ça. Ouais. Et nous, c'est vrai qu'on a mis un conseil en place, une charte au sein du groupe. Alors, l'Europe se dote maintenant d'une régulation, mais nous, on a mis une charte justement pour être sûr ça reste, on est une société de service, ça reste par rapport à nos valeurs, ce qu'on fait au niveau global à MEC. Vous avez une charte AI. On a une charte AI. Nous, c'est important qu'on soit totalement en contrôle de toutes ces actions et qu'on l'utilise vraiment pour améliorer la qualité de service, améliorer la satisfaction client et rester dans la personnalisation. Et la personnalisation, c'est important. Toi, Caroline Gaye, avec tout ce que tu vois dans l'industrie, je ne parle pas de Amex, on vient de dire que tu es dans un sweet spot où il y a tellement cette valeur ajoutée, etc. Ouais. Mais est-ce que, d'un point de vue économie en général, économie numérique, là, tu as quand même l'impression qu'on est à un tournant ou pas encore? Je pense qu'on va... Oui, non, je pense qu'il y a un tournant. Je pense que les capacités de l'intelligence artificielle, que ce soit pour les commerçants, que ce soit pour les entreprises, c'est quand même incroyable. Le gain de temps qu'on peut gagner, le gain d'efficacité. Et donc je pense que, et d'ailleurs on le voit, il faut s'y mettre, il faut l'apprendre, il faut bien le gérer. Mais je pense que c'est un tournant, tout à fait. Parce que ça ouvre quand même des capacités qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Donc c'est quand même hyper excitant en même temps. Mais toujours, il faut pas être... il faut être dans le contrôle, en fait. Il faut être, je pense, pour les sociétés en adéquation avec ce qu'ils font. Encore une fois, je parle à Caroline Gaye, donc on ne parle pas d'Amex. Comment tu ressens la différence de perception, d'appétence, de peur, d'envie, de réaction des populations France-Europe, France/Europe, et nord-américaine, où tu vas souvent? Tu as l'impression finalement on réagit à peu près pareil, ou on est plus peut-être la peur d'un côté, l'opportunité de l'autre, comme on peut, je sais pas, est-ce que tu vois une différence? Alors oui, je vois une différence. Alors, toutes les questions de souveraineté, etc., je pense qu'elles existent des deux côtés. Si je prends l'Europe ou les États-Unis, on parle de souveraineté ou sur l'IA. Là, je parlais de l'AI. Hein, d'accord, vraiment de l'AI. Sur l'AI, je pense que les Américains... donc des deux côtés, on y va. Mais c'est vrai que du côté européen, on le voit avec l'IA et le Digital Act, on prend beaucoup plus de précautions. On essaye d'encadrer. On va faire une loi d'abord chez nous. On fait une loi, d'ailleurs, qui vient de sortir. Mais les gens disent, d'ailleurs, on discute du bien. Ah oui, je pense que c'est bien de mettre un cadre. Maintenant, il va falloir comprendre comment ça s'applique. Parce que pour l'instant, c'est pas encore très clair. Oui. D'ailleurs, on le voit, certains GAFA n'ont pas encore lancé en Europe parce que ils savent pas trop comment ça va s'appliquer. Alors qu'aux États-Unis, je dirais qu'ils sont plus dans, allez, on lance, on teste, on apprend. Il y a moins de transparence quand même, je pense, sur certains aspects, parce que la loi européenne, elle est dans ce but-là, d'être, est-ce qu'on contrôle, est-ce que c'est transparent, est-ce qu'on sait comment ça fonctionne. Tu sens moins de demandes. Aux États-Unis, on est plus sur, on lance, on apprend, on le voit même, protection des données, on voit bien l'Europe, et moi je trouve ça bien en tant que citoyenne européenne. Je me disais, tu m'as pas fait un mot de franglais depuis le début de l'interview. Non, mais en tant que citoyenne européenne, oui, c'est plus contraignant en Europe, mais moi je trouve ça bien. Où vont mes données? Comment elles sont utilisées? Moi, j'ai croisé beaucoup d'Américains qui me disent on aimerait bien un cadre en fait clair. Voilà, c'est ça. Pas. Et donc, je trouve que l'Europe, alors ok, c'est régulé, parfois c'est un peu lourd, etc. Mais ça va dans le bon sens des valeurs de on protège le consommateur, contrairement à ce côté américain où en effet, ils se disent tiens, il y a des choses intéressantes quand même par rapport à ces valeurs de transparence et de protection du consommateur. Après, il y a un côté, je dirais, qui est très américain, mais qui est un peu même dans leur culturel, de
cet entrepreneuriat, je teste, j'apprends, je suis en faillite et je redémarre. On le voit avec toutes les grosses sociétés. Mais comment tu le vois, pour rester sur ma question de l'AI, quand tu vas là-bas, j'imagine tu fréquentes différentes personnes, etc. Est-ce que tu as l'impression que ça crée une excitation différente de chez nous? Alors, oui, alors moi j'ai l'impression qu'il y a une excitation très forte, et puis parce qu'ils sont en train de tester plein de choses. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans la... En Europe, je trouve que ça arrive, il y a des choses qui se passent et tout ça. Je pense que les Américains vont beaucoup plus vite. Parce que, bon, déjà, ils ont peut-être plus de moyens sur certaines sociétés, mais ils testent, ils lancent, ils arrêtent, ils recommencent. Donc, il y a déjà énormément de pilotes, quelle que soit l'industrie. Là, je ne parle même pas du paiement. Oui, on ne parle pas du paiement. Mais ils lancent des pilotes. C'est partout, quoi. Voilà, partout. En fait, on y est, quoi. On y va, on apprend. Je trouve qu'on est beaucoup plus dans le test and learn, quoi. On est dans l'action. Et comme ça va très vite, c'est peut-être un endroit où faut qu'on regarde de près, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre... Je pense que c'est très bien, encore une fois, ces lois européennes. Mais maintenant, il faut vite expliquer concrètement comment les acteurs, parce qu'il ne faut pas freiner l'innovation non plus. Ça me fait penser, parce que quand on parle de ça, finalement, on a aussi parlé de l'antagonisme américain-Europe, voilà, donc ça me permet d'embrayer facilement sur souveraineté. Ça aussi, c'est un mot qui, depuis 3 ans, est revenu vraiment comme un backlash, quoi. Hein. Ouais. Enfin, je veux dire, toi et moi, on a commencé nos carrières quand c'était l'OMC, c'était Pascal Lamy, c'était Le Monde est un village. Ouais. Et on part, tu parlais de l'Irlande, moi je partais en Asie, genre, tout ça, c'était on met les usines là, on fait ça là, et puis maintenant, c'est là, chacun chez soi. Et alors, particulièrement avec les Américains, je veux dire, tu es membre de l'Axel, tout comme plein d'amis. Google est membre, PayPal est membre, mais nous avons aussi la plupart des très belles entreprises françaises qui sont membres. Nous, on a pris le parti à l'Axel, par exemple, de dire on travaille tous ensemble, on n'est pas naïf. Des fois, on est admiratif de ce que certains Américains font, mais on ne va pas les mettre en face, on va apprendre avec eux. Puis après, des fois, être meilleur même. Mais est-ce qu'il y a quand même toujours, toi, est-ce que tu as l'impression, quand vous vendez vos services, que ça revient quand même, ce côté mince, vous êtes américain quand même? Alors, on s'appelle American Express, voilà. Donc oui, on peut pas le cacher. C'est dur de le cacher, voilà. Non non, alors c'est vrai qu'en Europe, on en entend beaucoup parler, la souveraineté européenne, parce que c'est vrai, dans le monde des paiements, il y a 2 gros réseaux, Visa, Mastercard, il y a toutes les GAFA qui sont là. C'est pas écrit dedans, mais ils sont aussi américains, on est d'accord. Voilà, exactement. Nous, on a un acteur un peu différent, mais c'est vrai que ce qu'on entend un peu de l'Europe, de cette souveraineté européenne, que je comprends tout à fait, parfois un peu c'est le sentiment de comment on protège. Alors que c'est vrai que la souveraineté, elle existe aussi aux États-Unis, et surtout en ce moment avec les élections américaines, sans faire aucunement de la politique, c'est Make America Great Again, etc. Donc elle est là, mais c'est vrai que culturellement, donc là c'est personnellement que je ressens ça, mais les Américains sont plus sur comment je suis encore plus meilleur, comment je suis meilleur, en fait, comment je suis encore, je mets mes sociétés américaines the best, voilà. Alors qu'en Europe, c'est plus comment on se protège des autres, un petit peu. Tu travailles avec d'autres boîtes américaines, forcément, puisque vous avez partenariat, etc. Ouais. Est-ce que tes collègues, amis d'autres entreprises américaines te remontent que ça commence à être un peu casse-pied, peut-être, dans certaines discussions business, ce côté souveraineté qui remonte partout, pas que chez nous. Hein. La souveraineté, c'est un thème global en ce moment. Les Chinois veulent acheter chinois, les Américains veulent acheter américains. Est-ce que c'est un sujet que tu sens dans les affaires internationales ? Ou que pour l'instant, il reste au niveau politique? Pour l'instant, pour moi, ça reste quand même au niveau géopolitique. Alors, les paiements français, je dirais que c'est peut-être, on le voit, ils sont beaucoup plus actifs, mais ça reste au niveau quand même politique, parce que le commerce, il est mondial. Nos clients, ils bougent. Donc, oui, il y a des préférences nationales, mais malgré tout... Pour l'instant, il y a encore l'attrait, entre guillemets, de la croissance qui fait que ça reste plutôt politique. Oui. Et au final, une entreprise ou un commerçant, qu'est-ce qu'il veut? Il va aller chercher du chiffre d'affaires. Si pour aller chercher du chiffre d'affaires, il a besoin en plus des locaux d'aller à l'étranger, il ne va pas se fermer les portes. Donc pour moi, ça reste une conversation qui est à ce stade encore extrêmement politique. Oui. Ma question, elle est l'impact de tous les changements géopolitiques sur votre business. Oui. Alors le voyage, c'est vrai que il y a vraiment 2 pans différents. On voit que sur le segment des loisirs, ces cibles particuliers, la demande est là et ça continue de croître fortement. Après, de l'autre côté, tu faisais référence au voyage d'entreprise. Et donc là, c'est vrai, nous, on le voit dans nos chiffres. Hein, on a fait un baromètre qui est sorti la semaine dernière, où le voyage d'affaires n'a pas encore retrouvé les volumes de 2019. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'une entreprise qui a une industrie, qui a des usines, il a besoin d'aller dans ses usines, il a besoin de voir ses clients face-to-face. Et d'ailleurs, dans l'étude, là, il disait, moi, pour mon chiffre d'affaires, c'est important que je me déplace. Et donc ça, c'est revenu. Après, il y a une partie de ce qu'on voit dans les grandes entreprises
où peut-être on avait, et on le sait, une tendance à aller, j'ai des réunions à Milan, allez, je saute dans un avion, je reviens. Ça, en effet, on a resserré, et nous, on aide les entreprises justement à faire des bilans carbone, de dire, bah voilà, sur certaines distances, des visioconférences. Et là, ça se fait moins. Mais en revanche, ce qu'on revoit là, et d'ailleurs depuis 1 an à peu près, c'est que donc les entreprises sur le professionnel voyagent différemment, moins, mais il y a une nouvelle tendance là qu'on voit où ils voyagent, par exemple, on fait un séminaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas voyagé dans l'année, on fait 3 jours et on a besoin de remettre les équipes ensemble. C'est un peu lié peut-être à tout ce développement du télétravail, qui même s'il y a des changements, il y a quand même besoin de se voir. Ouais. Et ça revient d'ailleurs à mon point sur le service clientèle. L'humain, il reste essentiel. Le digital est très important. Il y a des choses que tu peux faire en visioconférence dans les entreprises, bien évidemment, bien plus qu'avant. Mais à un moment donné, tu as quand même besoin de faire cette cohésion d'équipe. Et donc là, on voit pas mal d'événements. En fait, tu vois, je pars 1 semaine ou je pars 4 jours, je réunis toutes mes équipes, c'est 1 fois l'année, mais là, je fais un gros séminaire, en fait. Et ça, c'est une nouvelle tendance qu'on voit. Tu as cité décarbonation 2 fois. Oui. C'est que pour toi, dans les études que vous faites, une des raisons de ces baisses du voyage d'affaires, c'est plus le sujet carbone que le sujet économique ? Alors, dans les voyages d'affaires, les entreprises, c'est clair, elles prennent toutes des engagements climatiques. Et donc, elles mesurent justement, et on les aide à mesurer les frais professionnels, et par exemple, de leur dire par rapport à d'autres entreprises dans votre industrie, voilà les politiques voyage qu'ils mettent en place, ou voilà comment vous pourriez changer votre politique voyage pour avoir une empreinte carbone. Donc ça, c'est vraiment un gros enjeu en fait des entreprises. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont voyager moins, ils vont voyager différemment. Mais on le mesure, tout à fait, et on les aide à le mesurer. Quand c'est plus utile, quand c'est plus vraiment nécessaire. Ouais. Et alors, ça m'amène sur un sujet qui n'est non plus pas un mythe, malheureusement. C'est la difficulté des femmes dans le numérique. Difficulté ou pas, d'ailleurs, le droit d'avoir un avis différent. Tu le sais que je suis particulièrement engagé sur le sujet. J'organise différentes choses avec ma casquette non-Axel, avec le Women in Finance Lunch. Mais, entre autres, tu es une femme, tu es dans le numérique, tu es dans le paiement, puis tu travailles dans un monde qui a été beaucoup d'hommes depuis très longtemps. Que penses-tu en 2024 ? Est-ce que tu as l'impression que, quand même, ça y est, on a franchi un cap, on s'est bien amélioré, ou alors la route est encore longue, ou d'autres termes que tu souhaites utiliser ? Bah écoute, moi j'ai commencé en tant que directrice générale en 2015. Et je te disais tout à l'heure, j'étais enceinte de ma dernière. Et c'est vrai que je me souviens avoir des réunions où je me disais en 2015... j'étais la seule femme, quoi. Il y avait vraiment... Quand on peut dire, par exemple Non, je veux dire quand j'allais dans des événements externes, financiers, en fait. Financiers, chez des clients. Voilà, ou des conférences financières avec tous les acteurs du paiement français. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes. Hein. J'étais une des rares. Et je pense que quand même, ça a bien évolué. Il y a encore des efforts à faire. Alors nous, on est contents, j'en profite, parce que vraiment pure coïncidence d'agenda. Mais hier matin, on a été appelés parce qu'on a reçu le prix Great Place to Work for Women 2024. Donc, global ou France ? France. C'était le prix français là, pour toutes les entreprises françaises, donc on est super contents. Mais je pense que c'est un travail sur lequel il faut continuer. Ça en continue. On n'y est pas encore. Donc, moi, personnellement, de ce que je vois versus 2015, quand je te dis dans ce milieu du paiement, je pense qu'il y a eu... En 10 ans. Il y a vraiment eu des progrès, exactement, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Moi, je partage ton expérience, parce que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs dans ma carrière, en particulier pour le Paris FinTech Forum. Et évidemment, il y a plus d'hommes que de femmes. Le syndrome de l'imposteur est très classique chez un entrepreneur, mais il était que l'habillement dans 100% des femmes chefs d'entreprise que je rencontrais. Je parle de start-up, pas forcément de grandes boîtes. Mais à chaque fois, c'est un petit syndrome, quand on parle, qu'on commence à devenir un peu copains autour d'un verre, ce syndrome de l'imposteur. Chez les hommes, il y en avait aussi, mais pas dans 100%. Voilà. Il y a toujours ce côté, je ne suis pas légitime, qui progresse, moi, je trouve. Je trouve qu'on est en progrès, mais qui est encore à travailler. Mais après, on se dit, tu vois, moi, je te disais, j'ai un garçon et une fille. Bon, j'espère que dans l'éducation, parce qu'au final, en tant que parent aussi, c'est... Est-ce qu'on arrive à leur donner confiance chacun qu'ils peuvent faire ? Bah oui, the sky is the limit. Tu vois, l'américaine, quoi. Chacun. Pas d'obligation, mais tu peux. Voilà, exactement. D'accord, donc ça reste un sujet. Bravo pour ce prix, en tout cas. Oui, écoute, on est ravis. Mais en fait, ce qui est plus important, c'est l'inclusion. Parce que on peut avoir tant de... Mais est-ce que les gens se sentent qu'ils appartiennent à l'entreprise ? Est-ce qu'ils sentent qu'ils peuvent exprimer leur point de vue ? Parce que tu peux être là, tu vois, en rayon. T'es dans les stats, quoi. Mais si tu ne peux pas participer... Nous, en France, il y a quelque chose qu'on compte, c'est à cause des lois handicap, et on en a beaucoup parlé avec les Jeux Olympiques, on peut avoir des handicapés dans l'entreprise et mal les traiter. Voilà, donc c'est pour ça que le thème de l'inclusion, je pense, c'est un thème qui se développe fortement aux États-Unis et aussi en Europe, et qui est plus important, parce que c'est
La diversité, ça se compte, mais c'est pas un signe. C'est l'inclusion. Est-ce que les gens se sentent vraiment, j'ai un siège à la table, je peux m'exprimer, je me sens respectée, je peux travailler, j'ai des opportunités. Et ça, c'est, je pense, le point le plus important à développer. C'est un beau mot de conclusion. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci Laurent. C'est un réel plaisir. On aura plein d'autres occasions de se revoir, j'en suis sûr. Merci à vous d'avoir regardé ce numéro. Et puis à très bientôt pour un prochain épisode. One, two, three,